Et bonjour à vous François Ruffin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct, en ce jour où il y a du travail pour le député que vous êtes, puisque la loi contre le narcotrafic arrive à l'Assemblée. Les ministres Retailleau et Darmanin vont connaître l'épreuve du feu, comme l'écrit Les Échos ce matin. Vous la voterez, vous, cette loi ou pas ? Écoutez, déjà dire que le narcotrafic est un souci pour les habitants des quartiers en premier lieu, que quand on se balade, évidemment chez moi à Amiens, mais quand on va dans la banlieue lyonnaise, marseillaise ou parisienne, c'est partout. Ce qu'on entend, c'est des gens à qui ça pourrit la vie, parce qu'ils sont inquiets pour leurs enfants, ils leur demandent quand ils rentrent le soir du collège de bien passer un coup de fil pour être sûr qu'ils soient rentrés. Alors cette loi, c'est le bon outil ou pas ? En tout cas, moi j'étais très content du coup qu'il y ait une commission d'enquête du Sénat qui viennent dire, voilà, le narcotrafic est un gros souci et on a un principe, c'est follow the money, suivre l'argent. Ouais. On va aller taper les gros bonnets au porte-monnaie. Voilà ce que venait dire la commission d'enquête du Sénat. Et à l'arrivée, malheureusement, on voit Darmanin qui fait des coups de com' avec ça. Notamment, vous savez quand même, le plantage de Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur. Il a fait, soi-disant, des opérations XXL qui se sont avérées être... Mais, je comprends pas très bien. Sur ce texte-là, vous dites aussi c'est de l'esbrouf de la part du gouvernement, c'est bidon, ça sert à rien ? Je dis, au départ, ce qui est fait par la commission d'enquête du Sénat est bon, et ensuite on se retrouve avec de l'improvisation tous azimuts de monsieur Darmanin, qui avait échoué comme ministre de l'Intérieur face au narcotrafic, et qui recommence des opérations de communication. Et on le voit avec des amendements posés en dernière minute par des sénateurs qui viennent dire, voilà, sur les libertés publiques, et comme le dit Jérôme Durain, le rapporteur de la commission d'enquête, par exemple sur les portes dérobées, sur tout ce qui est des messageries cryptées, ce qui relève des libertés publiques, il dit, voilà, on n'improvise pas avec ça, on fait pas des amendements de dernière minute. Donc vous êtes contre la loi telle que la souhaite Bruno Retailleau ? Telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne convient pas. D'accord. Donc la commission des lois à l'Assemblée l'a améliorée, l'a retoquée pour partie. Eh bien, l'Assemblée va faire son travail pour arriver à une loi qui soit efficace pour aller lutter contre les narcotrafiquants et qui les tape au porte-monnaie. Vous avez vu, Bruno Retailleau a dit hier qu'il allait remettre les dispositions les plus polémiques, notamment la fameuse boîte noire qu'on a beaucoup expliqué, le dossier coffre. Il dit, le ministre, et c'est pas le seul à le dire, que tout ça est utile. Le patron de la police, ce matin dans le Figaro, il prend un exemple précis, il parle de Mohamed Amra. Il dit la traque de Mohamed Amra, elle a pris 9 mois. Si on avait eu ces fameux outils qu'on préconise dans la loi, ça aurait duré 3 mois ou 4 mois tout au plus. Ces outils-là, ils sont indispensables, utiles ou dangereux ? Il faut un audit de ces outils-là. Vous savez, normalement, il y a des études d'impact sur ce qu'on propose. Là, on a des amendements qui sont proposés, qui n'ont aucune étude d'impact, qui n'ont pas d'avis du Conseil d'État, donc on n'improvise pas avec les libertés publiques. Ah si, c'est légal. Non, c'est légal. Il y a eu des décisions déjà du Conseil d'État. On n'improvise pas avec les libertés publiques. Voilà. On ne fait pas des amendements de dernière minute de cette manière-là. Il s'agit de penser ce qu'on fait. Et je vous redis, la commission d'enquête... c'est la forme que vous dénoncez là, pas du tout le fond. Mais je vous dis, sur le fond, il faudra avoir les mesures les plus adaptées qui respectent, dans un équilibre entre l'efficacité contre le narcotrafic et faire attention aux atteintes aux libertés publiques. Quelle meilleure expertise que le directeur de la police ou bien la directrice générale de la sécurité intérieure qui dit certains acteurs s'opposent à cet outil, font preuve de mauvaise foi et portent une logique idéologique. Mais vous savez, je ne suis pas du tout dans une logique idéologique. Je vous dis à quel point, pour moi, la lutte contre le narcotrafic est importante. Eh bien, vous avez de l'autre côté, donc je vous le dis, il faut un équilibre entre la police et les libertés. Et vous avez sur le volet des libertés un certain nombre de voix qui s'expriment et qui disent attention à là où on va. Donc je pense que tout ça doit être fait de manière raisonnée. Tout ça doit être fait sans improvisation, pas dans la panique et dans l'urgence, mais en pensant les dispositifs qu'on met en place. Alors l'autre grand sujet de la semaine, c'est le réarmement et l'engagement qu'elle avait appelé le président de la République il y a quelques jours. D'abord, est-ce que vous partagez l'inquiétude du président ou est-ce que vous dites, comme d'autres politiques, le président il en fait trop et il ne faut pas exagérer et surinterpréter la menace russe ? Il y a une menace russe. Maintenant, il ne faut pas faire penser aux gens qu'il y a le risque que l'armée russe soit demain à Paris ou à Berlin. Ce n'est pas le cas puisque, et je salue l'héroïsme, le sacrifice des Ukrainiens, en 3 ans de guerre, l'armée russe n'a pas atteint Kiev. Donc il s'agit de se préparer à des conflits possibles avec les Russes, c'est évident, mais ça ne va pas se dérouler sur le territoire français. Je pense que là-dessus aussi, il faut y aller avec mesure
voyez, et pas dans un sentiment de panique. Parce que finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé en 15 jours. Il ne faut pas exagérer. Donc pourquoi d'un seul coup... Il y a le lâchage de Donald Trump quand même, c'est ça. Mais en quoi, excusez-moi... Le virage. Excusez-moi, mais en quoi c'est une surprise? Est-ce qu'on a des dirigeants qui sont des imbéciles? On n'a pas besoin d'avoir des services de renseignement. Monsieur Trump a annoncé dans tous ses discours de sa campagne présidentielle qu'il mettrait la pression sur l'Ukraine pour régler, nous disait-il, la guerre en 48 heures. Et maintenant, on a des ministres, on a des présidents de la République, on a des dirigeants européens qui sont surpris simplement parce qu'il a fait ce qu'il dit. Et non, moi, quand M. Trump a déclaré ça pendant sa campagne, je l'ai pris au sérieux. Et j'ai considéré, mais à ce moment-là, mais dès avant, vous savez, déjà Barack Obama, déjà Joe Biden, on voyait leur détachement du continent européen. Donc ça signifiait qu'il y avait le besoin d'une autonomie de défense européenne, d'une autonomie stratégique, et qu'il n'y a pas de panique à avoir en 15 jours. Comment vous pensez qu'on va financer tout ça, d'après vous? Est-ce qu'on va rogner sur le modèle social, notamment? Est-ce que vous avez lu la une des Échos de mon ami Bernard Arnault, qui, la semaine dernière, saluait des dividendes records, qui disait, voilà, à nouveau sur les dividendes, nous sommes en Europe médaille d'or, qui disait, voilà, nous avons fait plus 8% en un an. Donc, savez-vous qui déclare la rentabilité du capital que nous connaissons depuis 20 ans est très excessive et détourne une part de la valeur trop importante vers les actionnaires? Qui déclare ça? Éric Lombard, ministre de l'économie. C'est Éric Lombard, ministre de l'économie, qui déclare qu'aujourd'hui, il y a un excès du capital, que les actionnaires prennent trop. Que les actionnaires prennent trop, d'une part aux salariés, c'est M. Lombard qui le dit. Je peux vous poursuivre la citation. Non. Mais qui prennent trop pour l'investissement. Qui prennent trop pour l'investissement écologique dans notre pays et aujourd'hui qui prennent trop pour l'investissement géopolitique. Il faut faire payer les milliardaires, on vous a bien compris. C'est un débat qui percute un autre débat en ce moment, le débat sur les retraites. Vous avez entendu hier François Bayrou qui a fermé la porte au retour à la retraite à 62 ans. Est-ce que pour vous, ça peut être un motif de censure du gouvernement, cette histoire? À l'évidence, je voudrais rappeler... À l'évidence, oui. À l'évidence, oui. Monsieur Bayrou doit se rappeler qu'il n'a pas une majorité évidente, loin de là, à l'Assemblée. D'accord? Comment s'est passée cette loi sur les retraites à 64 ans de M. Macron? Elle s'est passée contre 8 salariés sur 10, contre tous les syndicats unis et contre une majorité de députés à l'Assemblée. À la fin, je l'ai dit depuis le départ, je le redis aujourd'hui, il faudra que ça soit démocratique, il faudra que ça passe par la case Assemblée. Donc à la fin, il faut qu'il y ait un vote de l'Assemblée et qui dise vers quel modèle de retraite on veut aller. Il y aura un autre vote, François Ruffin, ça ne vous a pas échappé, en 2027, un vote important, la présidentielle. Vous avez dit que vous travaillez, vous, sur la présidentielle. Est-ce que ce matin, vous nous dites, au-delà de ça, je suis candidat pour 2027 ou pas? Je continue à dire que j'y travaille avec beaucoup d'amis et j'y travaille, vous savez, parce que je vois la morosité qui gagne le pays et il va y avoir la nécessité de rallumer la lumière et de le rallumer avec la gauche la plus unie possible, une gauche joyeuse et généreuse. Est-ce que Raphaël Glucksmann peut aussi être une incarnation et un candidat pour la gauche, un candidat uni? Regardez ce qu'écrit ce matin le Figaro, hein. Il est en route vers la présidentielle, on l'a vu tout au long du week-end. Il y a beaucoup de monde en route vers la présidentielle, chacun peut apporter sa pierre au milieu de tout ça. Y compris Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon, moi je dis la porte est ouverte, hein, vous savez, la porte est ouverte. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon a choisi de vivre sa vie, de partir sur son propre couloir et dire qu'il se rassemblerait pas avec les autres. Quand on voit la situation aujourd'hui du pays, avec évidemment une extrême droite qui a gagné pour beaucoup dans le pays, il y a la nécessité que la gauche soit unie et soit unie le plus largement possible. Merci beaucoup. Et une gauche généreuse et joyeuse et non pas haragneuse ou teigneuse. Voilà. François Ruffin qui passe son message dans les 4V ce matin. Merci. Merci à vous.